Merci d'être au rendez-vous de cette édition en langue française sur la télévision Isanganiro. À la une de cette édition, adoption à plus de 98% ce mercredi par l'Assemblée nationale du Burundi du projet de loi organique portant modification du code électoral de 2019. La caution pour les présidentielles quitte 30 millions à 100 millions de francs burundais. Le jour du scrutin est écourté de 16h à 15h et la durée de la campagne électorale étant maintenue à 3 semaines. Nous aurons les détails dans quelques instants. Et la montée des eaux du lac Tanganyika continue d'inquiéter plus d'un et des environnementalistes. Albert Bonelane trouve qu'il est encore difficile de prédire le niveau final d'augmentation de ces eaux, toujours en progression, mais projette la délocalisation de la population touchée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal télévisé sur Isanganiro. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté à 98,3% ce mercredi le projet de loi organique portant modification du code électoral de 2019. Parmi les innovations importantes figure la hausse de la caution allant de 30 millions à 100 millions de francs pour les présidentielles et la durée de la campagne étant maintenue à 3 semaines. Le point avec Francine Ndiokougayo. La majorité des députés ayant pris la parole s'est beaucoup exprimée sur la revue à la hausse de la caution, surtout pour les candidatures présidentielles qui passent à 100 millions alors qu'auparavant elles n'étaient qu'à 30 millions de francs burundais. Les uns disent qu'il s'agit d'un montant exorbitant qui risque de limiter les candidatures, tandis que d'autres pensent que cette somme exigée est minime pour ce poste, surtout quand le candidat a le soutien des membres. Même son de cloche du côté du ministre de l'Intérieur. Martin Niteretse explique que la caution vient pour réduire les candidatures fantaisistes comme constaté par le passé. Les avis des députés divergent également sur la durée de la campagne électorale de 3 semaines, réduite à 2 semaines. La période de la campagne a été gardée finalement à 3 semaines. L'autre innovation concerne l'heure de clôture du scrutin qui a été ramenée à 15 heures au lieu de 16 heures afin que le dépouillement se termine avant la tombée de la nuit avec possibilité de changer le lieu de dépouillement pour diverses raisons. Ce dernier point a suscité l'inquiétude chez certains députés une fois que les urnes sont déplacées vers un autre endroit. Le ministre de l'Intérieur a aussi rassuré que si les moyens le permettent, la carte nationale d'identité biométrique pourra être utilisée dans les échéances électorales prochaines. Ce projet de loi organique portant modification de la loi de 2019 portant code électoral a été adopté ce mardi par l'Assemblée nationale à plus de 98%, moyennant quelques amendements. Francine Ndiokougayo et l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique au LICOB comptent saisir des juridictions internationales si la Cour suprême burundaise ne se prononce pas sur le dossier de l'assassinat d'Ernest Manirumba, ancien vice-président de l'OLICOM, lors d'une conférence de presse ce mardi qui a coïncidé avec la commémoration du 15e anniversaire de son assassinat. Jean Douimana, porte-parole de cet observatoire, déplore le fait que ce dossier est mystérieusement disparu puisqu'aujourd'hui est introuvable dans les tiroirs de la greffe de la Cour suprême. Suivez. Depuis l'assassinat d'Ernest Manirumba, l'OLICOM, en collaboration avec les autres confrères de la société civile, nous avons mené évidemment des enquêtes. Nous avons demandé à ce que l'État burundais fasse des examens comme ADN, mais vous le savez, depuis lors, il y a ceux qui ont refusé de se faire examiner par cet ADN. C'est pour cette raison que nous demandons à la Cour suprême de faire tout son possible pour d'abord trouver le dossier d'abord. En première position, c'est de trouver d'abord le dossier RPCA 402 en fait d'origine, mais aussi en fait que la lumière soit faite. Sinon, on ne pourra aboutir à rien sans que le dossier
soit dans les services de la Cour suprême. C'est à la Cour suprême, via la Chambre de cassation, de nous donner la réponse. Nous avons demandé ces noms depuis l'assassinat de 2009 jusqu'en 2024. Nous attendons la proclamation de ces noms de ceux qui ont tué sauvagement Ernest Manirumva. Ce que nous comptons faire, quand la justice burundaise a échoué, la loi prévoit d'autres recours. L'ORICOM, comme tout autre citoyen, l'ORICOM, comme toute autre organisation, va porter plainte dans d'autres instances, soit au niveau régional, soit au niveau même international. Il y a des cours internationaux de justice, il y a la Cour africaine, il y a la Cour de l'EAC. Tout cela, ce sont des institutions qui sont là pour clarifier de tels crimes, qui sont là pour faire justice aux citoyens des différents pays qui sont dans le malheur de justice. Mais l'ORICOM ne croit pas qu'on va arriver à cela. Nous avons confiance que la Cour suprême va trouver d'abord son dossier en premier lieu, en second lieu que la Cour va procéder au jugement de ces crimes. Et dans la suite de ce journal, la séparation des unions libres se réfère à l'article 24 de la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre, interdisant au Burundi de se marier à plus d'une personne. Propos d'Espérance Ninahaza, juriste, après l'annonce des gouverneurs de différentes provinces exhortant les familles issues des unions libres de se séparer. Elle trouve néanmoins que les conséquences incombent à la mère qui doit partir avec les enfants suivis. Je pourrais commencer par dire ce que la loi a prévu par rapport au mariage. Le Code des personnes et de la famille définit dans son article 87 le mariage en ces termes. Le mariage est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme à la loi civile. Et pour les autorités qui sont contre l'union libre, ils se basent sur l'article 24 de la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Je n'ai pas de cas concret pour pouvoir juger la manière dont ça se fait, mais en basant sur la loi, je pourrais donner quelques conseils pour bien procéder dans cette tâche. Premièrement, quand les gens sont ensemble, un homme et une femme qui vivent ensemble sous le même toit, c'est sûr qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir vivre et faire vivre la famille, et même pour développer la famille. Les conséquences s'observent surtout à l'endroit des femmes et des enfants. Parce que les femmes, souvent, elles vivent dans de telles situations d'union libre par ignorance. Elles ne connaissent pas la loi pour la plupart, ou bien elles sont abusées par les hommes qui les trompent, qui ne leur disent pas la vérité, qu'ils sont mariés et qui se présentent à elles comme des maris qui sont libres et qui sont même prêts à faire des mariages légaux, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas vrai. Alors, s'il advenait que ces gens soient séparés, il faut analyser et voir comment la gestion des biens acquis ensemble va se faire. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui s'approprie les biens au détriment d'un autre. Il faut qu'il y ait équité, qu'il y ait entente par rapport aux biens acquis ensemble. Et l'administration est là pour pouvoir accompagner ces personnes avant même la séparation. C'était Espérance Ninahaza, elle est juriste de la justice à l'environnement. Les eaux du lac Tanganyika qui envahissent aujourd'hui ces riverains ont eu à monter jusqu'au quartier Buyenzi, Ruvumera et Chanik. Il s'agit là des révélations de l'expert en environnement Albert Mbonerane qui précise que cela est arrivé depuis les années 1878. Selon lui, la différence est que ces jours-ci, la montée de ces eaux continue, alors que dans le passé, le phénomène n'avait duré que 6 mois seulement suivi. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez déjà entendu parler de Stanley de Livingstone.
Ils étaient dans la région, en Tanzanie, au Burundi. Au Burundi, la première montée des eaux du lac Tanganyika signalée, c'était en 1878. Mais là, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de Burundais qui habitaient au bord du lac Tanganyika. Et puis le lac s'est calmé. Et puis la deuxième montée signalée, c'est en 1938. Ça fait 60 ans après. Et puis le lac s'est calmé pour revenir rebondir en 1963. Et là, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est là où on dit que le lac a atteint un niveau de 778 mètres de hauteur. Donc ça, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est plus ou moins à 777 quand on voit les données fournies par l'IGEBO, l'Institut géographique du Burundi. Alors que, disons, en 63, 64, j'ai pu rencontrer des Burundais qui ont participé à la conférence régionale qui s'est tenue à Bujumbura le 20, le 21, le 22 avril 1964. C'était des représentants des gouvernements de la Tanzanie, de la Zambie, de la RDC, du Burundi, pour justement se pencher sur cette question, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, disons, limiter les dégâts. Ils m'ont dit, quand vous partez de Chanik vers Gatumba, vers Uvira, la route ne passait pas. Et puis ils m'ont dit que les habitants de Gatumba à l'époque, comme ils étaient dans une situation désastreuse, ils ont été évacués vers Ngagara et vers Chibitoke. Et puis la route aujourd'hui qu'on appelle Avenue du Large, en dessous il y avait de l'eau. Et à l'époque il n'y avait pas d'habitation. Okay. Alors l'eau est montée jusqu'à la RTNB. Et puis Ruvumera que vous entendez à Buyenzi, là aussi l'eau était là. Donc vous voyez que si la situation changeait, si on atteignait le niveau de 1963, la situation serait catastrophique. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est vraiment une catastrophe. Cet environnementaliste trouve également qu'il est difficile de préciser le niveau final de l'augmentation de ces eaux, toujours en progression. Pour lui, l'État devrait commencer à délocaliser la population touchée, car, dit-il, les pertes s'alourdissent. En français, on dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Disons, pas la protection de l'environnement, c'est la prévention. Comment faire? Il faudrait que le gouvernement investisse peut-être en toquant sur les portes des différents bailleurs, parce que quand il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a souvent des aides humanitaires, etc. Mais la première aide humanitaire que je demanderais, c'était d'identifier une localité sécurisée où il n'y a pas d'inondation, etc., où on pourrait construire un bon village pour les gens de Gatumba. Je n'ai pas oublié les gens qui sont vers Rumongue aussi, parce que c'est la même chose, etc. Donc pour les mettre dans un lieu où on peut dire, voilà, ici vous pouvez construire et c'est durable. Et puis ils vont cultiver où? Le gouvernement a la latitude de dire, vous allez loger là-bas, mais pour l'agriculture, vous allez continuer à exploiter vos terrains, etc. Parce que mettez sur la balance, perdre une maison construite avec des moyens, peut-être avec des crédits, ou perdre un champ de maïs, un champ de légumes, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est ma première proposition. La deuxième proposition, c'est que, ça c'est à l'endroit de nos dirigeants, il faut se lever, parce que la nature, il y a une chanson, il faudra l'écouter, la nature est en colère. Maintenant, il faudrait que nous puissions voir comment cohabiter avec l'écosystème naturel du lac Tanganyika. C'est-à-dire, au niveau du code de l'eau, il est bien stipulé qu'il faut une zone à respecter où il est interdit de cultiver, de construire, etc. Donc il faudrait que ces textes soient vraiment bien appliqués. Et puis après, on pourra dire, comme il n'y a pas de système d'alerte précoce, pour dire au Burundais, attention, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura la montée des eaux. Maintenant, il faut dire peut-être que partons de ce que nous venons de vivre aujourd'hui. On ne dira pas, on nous a raconté que. Maintenant, nous voyons que
si vous allez à Kibenga, si vous allez à Gatumba, si vous allez même vers Rumongue, vous allez trouver que ce n'est plus des mensonges, il y a la montée des eaux. Que faut-il faire? C'est la prise de conscience pour dire, avec cette situation, les précautions à prendre, c'est le respect des droits de la nature. Et puis après, Dieu va nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, qui ne cadre pas bien avec la réalité du monde. C'était Albert Mbonerané, il est environnementaliste. Voilà, ainsi se referme cette édition en langue française sur Isanganiro. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne. Nos programmes continuent sur Isanganiro.